Bonjour. واش تسمعوا سي صباحي ها مضم صافي سي بون قالت غير طلق C'est bon, nous l'avons fait. Est-ce que c'est bon maintenant? كتسمعوني دابا؟ وي سي سي بون حميد كنسمعوك صافي مزيان دابا الصوت مزيان. يلا Allez, على بركة allez-y, الله. allez-y. On vous entend très À la bien. baraka Allez-y, d'Illah. les collègues. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم vous والصلاة voyez- والسلام على أشرف المرسلين. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les collègues qui ont accepté notre invitation pour aujourd'hui afin de s'informer davantage sur les appels à projets du PNARDI. Et j'informe tous les collègues des universités et des établissements ne relevant pas des universités, plus les établissements publics de recherche, qu'il y a toute l'équipe du PNARDI et le ministère et la fondation OCP et le CNRST et l'UM6P qui sont présentes aujourd'hui. Et voilà, donc on va pouvoir commencer très rapidement par une présentation. Je vais essayer d'introduire en quelques mots très rapidement et après je donnerai la parole à Ilyes Ziwi pour vous présenter encore plus en détail l'appel à projet Nfzaouia qui concerne le transfert de technologie. Tu peux passer Ilyes, voilà. Donc certains d'entre vous étaient déjà à la cérémonie le 7 avril pour le lancement du programme PNARDI. Pourquoi le programme a été conçu et lancé comme ça? Parce qu'il y a les orientations de la loi cadre qui nous interpellent, qui nous invitent à concevoir des programmes de financement, mais avec des formats un peu innovants, etc. Et puis aussi, il y a un certain nombre de constats qui étaient établis par les institutions constitutionnelles, notamment le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Et donc, je ne vais pas revenir sur ces éléments-là qui ont fait que donc, on s'oriente vers cette conception de ce programme. En tout cas, vous avez en petit résumé les 3 appels qui sont lancés aujourd'hui dans le cadre du PNARDI. Donc, vous avez le premier, c'est Ibn Benna, qui concerne la recherche fondamentale appliquée plus le développement expérimental et qui est focalisé beaucoup plus sur les thématiques prioritaires au niveau national et les thématiques de souveraineté nationale. Il est doté d'un budget de 100 millions de dirhams. Alors, je rappelle au passage que le programme, il est monté en cofinancement, un co-fund entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et la Fondation OCP, bien évidemment avec le partenariat du CNRST et de l'UM6P. C'est à 50% le financement. Donc, Ibn Benna, c'est un budget de 100 millions de dirhams. Il est étalé sur 4 ans, mais ça, c'est juste la première édition. Les nouveautés de ce programme PNARDI, c'est qu'il s'étale sur 4 ans. Donc, on a une visibilité quadriannuelle qui voilà, mobilisera les chercheurs marocains sur les premières, deuxième, troisième et quatrième éditions et qui va essayer voilà, donc d'offrir non seulement comme ça a été dans le passé, au one shot, donc on fait un programme une année et puis voilà, on attend les autres années. Ibn Battuta, le programme c'est à destination des jeunes chercheurs. Il est toujours sur les thématiques prioritaires, mais il est spécifiquement conçu et orienté vers les jeunes chercheurs qui viennent de débuter leur carrière scientifique. Il est doté de 20 millions de dirhams. Lui-même, il est étalé sur 4 ans. Et puis le dernier pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui et qu'on va vous présenter, c'est celui de Nfzaouia qui porte sur les derniers maillons de la chaîne de valeur de la recherche, qui est le transfert de technologie, de manière à servir un des objectifs fondamentaux du PNARDI, c'est celui d'avoir un impact social et économique sur le Maroc. Et donc, Nfzaouia vise ces maillons. Il est doté de 80 millions de dirhams. Et les conditions, peut-être on y reviendra tout à l'heure avec Ilyes Ziwi. Donc, très brièvement, ça c'est le PNARDI. Et je donnerai la parole à Ilyes pour aller en détail sur, voilà, et décrypter
le programme ou bien l'appel à projet Nfzaouia. Merci beaucoup, Sidi Hamid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, avant d'entamer ma présentation, je tiens à attirer l'attention des auditeurs que cette rencontre elle est enregistrée. Elle sera diffusée sur YouTube. Donc, pour tout ce qui est, bien sûr, utilisation des données personnelles, il faut que les participants soient conscients qu'il se peut qu'on utilise leurs données personnelles et qu'ils seront probablement diffusés sur YouTube. Voilà. Donc, ils donnent leur consentement tacite par rapport à ça. Alors, dans un premier temps, en fait, dans la présentation, on va parler de tout ce qui est commun à tous les programmes en termes d'éligibilité, conditions, etc. Et dans un deuxième temps, on va un petit peu aller plus en détail pour expliquer un petit peu les critères et le processus d'évaluation pour aider les candidats potentiels à élaborer le projet. Donc, bien sûr, tout commence par l'éligibilité d'abord des institutions. Donc, l'éligibilité à la coordination des projets, je dis bien à la coordination. Donc, la coordination est réservée aux institutions suivantes: universités publiques, établissements publics d'enseignement supérieur ne relevant pas d'une université, établissements publics de recherche et l'université Mohamed VI Polytechnique UM6P. Les autres entités privées, socio-économiques, fondations peuvent s'associer au projet comme membres d'équipe. La soumission. Un projet ne peut être soumis que via la plateforme Mashari' par un coordinateur de projet CP appartenant à une institution éligible. La soumission doit être obligatoirement validée et signée par le responsable de la structure de recherche du CP, le coordinateur du projet, approuvée par le chef d'établissement de rattachement. Les conditions communes pour la soumission. Chaque institution coordinatrice doit désigner en son sein. Quand je dis conditions communes, c'est-à-dire pas seulement à Nfzaouia, mais à tous les deux autres programmes, d'accord? Donc, chaque institution, il doit désigner en son sein un référent d'approbation des soumissions. Il doit être bien sûr désigné officiellement par le responsable de l'institution, président dans le cas de l'université, directeur dans le cas des établissements non universitaires ou bien de recherche. Son rôle est de valider la conformité des projets soumis avec la stratégie scientifique de l'établissement avant son évaluation. Et s'il refuse la soumission d'un projet, il doit donner un refus, bien sûr, motivé, qui explique ce refus au coordinateur du projet. Le référent technique, ultérieurement, ça concerne les projets qui seront retenus, Inch'Allah. Bien sûr, il doit être toujours désigné par le responsable de l'institution. Son rôle est d'approuver les expressions des besoins du CP au niveau de la plateforme Mashari'. Pourquoi? Bon, en s'appuyant, bien sûr, sur des critères de cohérence avec les ressources existantes, de mutualisation de ressources, d'anticipation des besoins. La logique, c'est d'assurer une utilisation optimale des ressources et mutuelle. Les demandes validées sont transmises au CNRST, puis prises en charge par l'unité de gestion de fonds de l'EM6P, qui va jouer un rôle, je dirais, prépondérant dans tout ce qui est gestion de ces fonds pour l'acquisition des matériels, l'achat des prestations de services, etc. Et tout, bien sûr, doit se passer dans la transparence, dans la plateforme Mashari', qui assure, bien sûr, un feedback instantané avec des notifications, etc. Alors, سمحوا لي انا راه ما كيبانليش لتحت ديال هنايا ما عرفتش واش كيبان لكم نتوما ولا لا. Lors de la soumission sur la plateforme, les référents et les coordinateurs doivent donner leur consentement explicite à l'utilisation de leur. Alors, سمحوا لي C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, de leurs données personnelles dans le respect de la loi 0908. داكشي اللي لتحت ما كيبانليش انا. C'est pas grave. Voilà, سمحوا لي. Voilà. Alors, les conditions communes pour la soumission toujours. Le CPA est désigné, le coordinateur du projet adjoint CPA est désigné par le CP et approuvé par l'institution coordinatrice. Le CPA doit être également membre de l'équipe de projet et doit relever de la même institution que le CP. Le CPA obéit aux mêmes critères d'éligibilité que le CP. Le CP et le CPA sont les deux acteurs majeurs du projet. Le CPA remplace automatiquement le CP s'il y a départ du CP. Le CP et le CPA doivent être en activité durant toute la période du projet. Si le projet est retenu, le CP doit coordonner et valider les expressions de besoin avec le référent technique précité. Le montage du projet doit préciser tous les éléments qui justifient la contribution de l'institution et des institutions membres du projet, quelle que soit sa nature, sa forme, comme apport DCC au projet.
l'implication d'au moins d'un partenaire socio-économique marocain est fortement recommandée, sauf dans le cadre de la recherche fondamentale, bien sûr, ce qui n'est pas dans notre cas. Mais pour Nef Zaouia, je dirais plus que fortement recommandé. Alors, affectation et inventaire des équipements. Affectation et inventaire des équipements matériels, installations, pilotes aux stations acquis pour les projets retenus doivent être définis dans les contrats et accords entre les institutions membres, ce qu'on appelle les consortium agreements généralement. Et bien entendu, l'acquisition du matériel il va être faite par l'UGF de l'UM6P, l'unité de gestion de fonds. Et cette acquisition, bien sûr, une fois acquis, l'institution, tous les concernés doivent donner une autorisation d'utilisation mutualisée de ces équipements aux autres chercheurs. Bien entendu, les chercheurs c'est-à-dire les chercheurs du projet ont une priorité, mais ça ne veut pas dire que c'est une propriété du chercheur. Il faut donner l'accès aux autres. Chaque institution doit aménager un espace dédié à l'accueil du matériel mutualisé et assurer les conditions nécessaires à son bon fonctionnement. Cette initiative s'inscrit dans une logique de mutualisation des équipements lourds au sein de plateformes universitaires régionales spécialisées. L'affectation de ces équipements par l'UGRF à la demande du CP et conformément à l'emploi du budget à l'institution de coordination ou aux institutions selon leur accord préalable. Ça veut dire si le CP demande, qui relève d'une institution A, demande à l'UGF d'affecter le matériel aux membres du projet qui relève de l'institution B, bien sûr, c'est lui qui doit donner l'accord, conformément à l'engouement d'emploi, et l'UGF va l'affecter directement à l'institution concernée, et il sera dans l'inventaire, comptabilisé dans l'inventaire de l'institution à laquelle il a été affecté, pas l'institution du coordinateur. Accord sur le mécanisme d'affectation et la propriété de ces équipements matériels, installations, pilotes et stations après achèvement de chaque projet, y compris si une start-up est créée. On va détailler le cas de start-up par la suite. Bien sûr, la liste des équipements lourds en service recensés par le ministère, cette liste est disponible sur Masha'Elir. Voilà. Conditions de sélection des projets. Seuls les projets validés par le référent d'approbation sous l'autorité du président ou le directeur de l'institution peuvent être évalués. Les projets doivent respecter l'ensemble des conditions d'éligibilité administrative, incluant les statuts du CP, du CPA, ainsi que les signatures obligatoires lors de la soumission. Chaque sous-programme dispose de sa propre grille d'évaluation conçue pour viser l'excellence, être transparente, objective et équilibrée. Les projets sont sélectionnés sur la base des évaluations d'experts soumis à la validation du comité de pilotage. Aucun projet ne pourra être financé sans que chaque institution partenaire ait adopté et publié sur son site web une politique de propriété intellectuelle. Un retour sera transmis au coordinateur des projets non retenus, précisant les raisons de la non-sélection ainsi que les appréciations et recommandations formulées par les experts. Les documents requis, attestation de validation par l'ensemble de la structure recherche et le chef d'établissement d'affiliation du CP, désignation du coordinateur du projet adjoint CPA par l'institution coordinatrice, politique de la propriété intellectuelle validée de chaque institution par son instance de délibération et publiée sur son site web. Alors, pour ce cas, bien sûr, ce n'est pas à ce moment-là, ce n'est pas une condition d'éligibilité à la soumission, mais certainement, il n'y aura pas de financement de projet sans qu'il y ait cette politique de propriété intellectuelle. Confirmation du statut de chercheur dans le cas de membres des établissements publics de recherche. Attestation prouvant le statut d'éligibilité du CP et du CPA. Accord de partenariat des membres et des partenaires du consortium du projet. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails concernant Nef Zaouia. Alors, typologie des projets. Il y a deux types de projets qu'on peut accepter dans cet appel. Naturellement, le premier type, c'est le projet de valorisation des résultats de recherche par le transfert de technologiques avec un TRL supérieur ou égal à 3. Et le deuxième type de projet de valorisation par adaptation, réutilisation ou combinaison intelligente de technologies couvertes par des brevets existants tombés dans le domaine public ou non protégés au Maroc, parce qu'ils peuvent être existants, protégés ailleurs, mais ils ne payent pas les annuités au Maroc, donc ils ne sont pas protégés au Maroc, avec un TRL supérieur ou égal au 3. Ça veut dire cet appel, il ne va pas
financer les projets de développement expérimental, etc. Il faut que ce soit déjà fait, que le TRL supérieur à 3. Si vous êtes dans une étape de maturité inférieure, il faut s'adresser aux autres appels à projets, que si vous êtes jeune pour les jeunes ou bien pour aux moins jeunes pour Ibn Benna. Mais là, il faut que tous les travaux, je dirais de reverse engineering, etc., il faut que ce soit mature, supérieur ou égal à 3 le TRL. Alors, particularité, en cas de création d'une start-up à l'issue du projet, les institutions partenaires individuellement ou collectivement ne sont pas autorisées à céder plus de 50% de son capital à des actionnaires étrangers durant les 10 premières années suivant sa création. Affectation et inventaire des équipements acquis par les projets retenus. Pour le cas particulier de projets de technologie, de transfert de technologie, lorsque la maturation technologique exige l'installation d'équipements dans un site industriel partenaire, tel qu'un pilote, une ligne pré-série ou une ferme expérimentale, etc., l'institution concernée s'engage à autoriser leur transfert par le coordinateur de projet. L'usage final de ces équipements devra être défini après clôture du projet dans un accord entre les institutions membres. Parfois, quand on crée une start-up, on a besoin de continuer à utiliser ce genre d'équipement et donc il faut qu'il y ait un accord qui cadre ça. Et il y a plus de détails, je crois, dans le TDR par rapport à ce point-là. Alors, la sélection, le processus de sélection des projets. Ce processus, il va se faire en plusieurs étapes. La première étape, naturellement, c'est l'éligibilité. Le respect des critères d'éligibilité du projet tels que discutés précédemment. La conformité de la soumission, formulaire signé par le chef d'établissement ou les responsables de la structure de recherche du CP. L'existence d'une politique de propriété intellectuelle pour chaque institution membre de l'équipe de projet avant la signature du contrat de financement. On ne le répète pas assez. Et surtout pour ce projet, cet appel, parce que là, c'est l'API, c'est un volet vital pour ce genre de projet et il faut avoir une politique par rapport à ça. Donc, évaluation et sélection. L'évaluation des projets par les experts. Donc, vous avez constaté que dans le formulaire, déjà, on explique quelles sont les questions concernées par chaque critère. Donc, le premier critère, bien entendu, la pertinence de l'innovation au niveau de maturité de la technologie. Je m'arrête une petite seconde là pour expliquer ce qu'on entend par l'innovation. L'innovation, c'est l'implémentation dans le marché d'une idée nouvelle. Dans le marché, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des utilisateurs socio-économiques. Sinon, on est dans l'invention. Donc, à ce stade-là, on est plutôt intéressé, est-ce que cette technologie, il a beaucoup de potentiel à percer dans le marché. Donc, on s'intéresse à tout ce qui est barrières réglementaires, on s'intéresse à tout ce qui est qualité de protection par le brevet ou pas. Est-ce que c'est le brevet la meilleure moyen de protection, etc., etc. Donc, la pertinence de l'innovation. Ensuite, le niveau de maturité commerciale de l'innovation, ce qu'on appelle Customer Readiness Level. Il y a le TRL, ce qu'on appelle Technology Readiness Level, et là, c'est le Customer Readiness ou Commercial Readiness Level. Et bien sûr, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Quelle est la croissance, la taille de ce marché? Est-ce qu'elle est accessible facilement? Est-ce qu'elle est capitalistique? Non. Tous ces critères-là seront pris en ligne de compte par les évaluateurs. Et je dois dire qu'une chose, c'est que les évaluateurs, dans le cadre de ce programme, ce sont des gens du métier, souvent. C'est-à-dire qu'ils comprennent à la fois la technologie et le marché. Pas nécessairement scientifique, parce qu'on doit valider la science, c'est clair, mais le rôle le plus prépondérant, c'est aux aspects technologiques, les contraintes industrielles, etc., et le marché. Excellence technique et compétences du coordinateur des projets et des membres de l'équipe de projet, l'impact sociétal et développement durable, faisabilité des projets, pertinence du processus de maturation technologique. Je dirais là également, pour pas mal de projets dans les expériences précédentes, on a soit une surestimation ou une très grande sous-estimation. Exemple, dans les projets de biotechnologie, s'il y a des essais cliniques, etc., on rate pas mal de choses. Donc, il faut faire vraiment un effort par rapport à ce point-là pour augmenter vos chances pour passer. Et plan d'exécution et pertinence du budget demandé. Ça, c'est, je dirais, l'étape petit A de l'évaluation. Ensuite, ça, c'est l'évaluation, je dirais, qui va se passer sur la plateforme. Ensuite, il y a un premier pitch devant un comité d'experts qui va déboucher à une deuxième liste qui sera sélectionnée. Cette liste, en s'appuyant sur les recommandations d'experts,
va suivre un programme d'accompagnement intensif. Pourquoi je dis là ça? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, juste quelques mois. Et il faut vraiment aborder plusieurs volets. Donc, il vaut mieux se préparer dès maintenant. D'accord? Et il faut être conscient que ça consomme du temps. Il faut être disponible. Il faut être disponible. On va organiser des séances en présentiel. Exemple, tout ce qui est le TRL, par exemple, on va l'évaluer sur la plateforme. Ce n'est pas suffisant. On va organiser toute une journée pour évaluer effectivement le TRL par rapport à chaque élément critique de la technologie. Donc, chaque technologie, on va la décortiquer en plusieurs éléments critiques et il faut que tous les éléments critiques aient le niveau de maturité nécessaire. Et je vous conseille vivement d'aller cliquer sur le lien de l'annexe 1 qu'on vous a déjà fourni. C'est le guidebook du Technology Readiness Assessment pour comprendre qu'est-ce que l'on entend par élément critique de technologie, parce que toute technologie est composée de plusieurs éléments, mais pas tous les éléments sont critiques. Et comment on va utiliser exactement le même processus pour évaluer Technology Readiness Level. Donc, l'accompagnement, il va concerner 3 volets majeurs. Premier volet, propriété intellectuelle et juridique. Là, on va examiner est-ce qu'il y a une liberté d'exploitation en cas de brevet? Est-ce qu'il y a des brevets qui bloquent cette exploitation? Quel est le nombre ou la qualité des revendications et les revendications qui ont été acceptées suite à l'examen de l'examinateur de brevet, par exemple? La stratégie de protection et choix de mode de protection. Est-ce que ces brevets se créent dans le cas de logiciel? Qu'est-ce qu'on va faire? Le copyright. Et on va faire ce qu'on appelle la due diligence, la vérification diligente, c'est-à-dire on va demander quels sont les contrats qui ont servi au financement pour arriver à la technologie, par rapport à la propriété intellectuelle, est-ce qu'on a les inventeurs, est-ce qu'il y a des copropriétés avec d'autres institutions, est-ce qu'il y a des cessions d'office, etc. Et par exemple, pour tout ce qui est phosphate, comme mentionné dans le TDR, d'office 50% n'est pas pour l'OCP de la copropriété. Donc, le plan de maturation technologique, on va essayer d'estimer les coûts, identifier finement les coûts, avec beaucoup plus de précision, identifier les partenaires, les prestataires de services, combien ça va coûter. On va aller un peu parce qu'il faut demander un budget et il ne faut pas qu'on se trompe dans le budget et on se trouve à court de budget, c'est-à-dire en avançant dans le plan de maturation. Donc, c'est un travail vraiment très minutieux qu'il faudra faire et chercher et identifier tous les prestataires de services pour qu'on puisse démarrer une fois les fonds accordés le plus rapidement possible, définir les jalons, les phases go-no-go. Pourquoi il faut définir les phases go-no-go? Parce que contrairement au projet de recherche, on a des obligations de moyens. Ici, on a des obligations de résultats. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à faire sortir un verrou technologique, on va arrêter le projet et arrêter, bien entendu, le financement. Donc, que ce soit ou un verrou, je ne sais pas, marché ou réglementaire, etc. Donc, il faut définir tout ce qui est les phases go-no-go, que ce soit pour le plan de maturité technologique ou bien le plan de maturité commerciale, de maturation commerciale. Également, il faut faire une préétude de marché, quelles sont la taille, la croissance, identifier les marchés et les segments, les early adopters, qui va adopter. Je connais le problème très s'impose avec acuité et qui serait prêt à adopter cette technologie parce que ce sont les segments qu'on doit, ou bien les clients qu'on doit cibler le premier, cartographie des partenaires, clients pilotes, etc. Et tout ça pour aider à bien structurer le projet et déboucher sur un deuxième pitch final pour vraiment sélectionner. Et donc, classement et validation, les projets, bien sûr, après le deuxième pitch final, sont évalués et notés par des comités d'experts. Donc, ça va se faire en comité en fonction du secteur, médecine, healthcare, biotech ensemble, industrie ensemble, etc. Alors, le comité de suivi analyse ces propositions et établit la liste des projets à retenir. Et bien sûr, la validation finale, c'est le comité de pilotage qui s'en charge et qui émet officiellement la liste des projets à retenir pour financement. Et ensuite, les résultats ils sont publiés
dans le site du ministère et du CNRST. Les porteurs des projets non retenus recevront une notification par rapport à ça. Donc, les dépenses éligibles, donc acquisition de matériel et consommables, rémunération des personnels non statutaires participant dans le projet, postdoc, ingénieurs, techniciens et stagiaires. Il y a un petit astérisque rouge qui veut dire que dans le cadre de cet appel, il n'y a pas de financement de bourse pour les doctorants. S'il y a quelqu'un comme doctorant, etc., on peut le recruter en tant qu'ingénieur ou titulaire de master pour des tâches bien définies dans le projet, parce qu'il ne s'agit pas d'un projet de recherche, c'est un projet de transfert de technologie. Donc, il n'y a pas de bourse de recherche dans le cadre de cet appel. Mobilité, frais de transport, frais de mission à l'extérieur du Maroc et à l'étranger, participation aux manifestations, notamment aux manifestations liées au business, etc., pour montrer la technologie, etc. Acquisition des données, de la matière première, des produits et des licences, prestations de services, études et ou expertise dans le cadre de la réalisation du projet, dépôt de brevets, publications liées au projet. Et voilà, je cède la parole à Si Hamid Bouabil, qui est le modérateur de cette Merci beaucoup. session. Voilà. Merci beaucoup, c'est Ilyes. Merci beaucoup, c'est Ilyes pour la présentation. Je pense qu'il y a peut-être deux petits compléments à faire et qui certainement méritent qu'on s'y attarde un peu. Si tu peux, si Ilyes ou un des collègues de l'équipe, de toute l'équipe, de nous présenter la liste des thématiques prioritaires et puis la disposition concernant l'API, parce qu'il y a un certain nombre de questions que nous avons relevées maintenant. Et il serait souhaitable qu'on la projette et qu'on la décrive avant de passer à la séance Question and Answers. La liste des thématiques qui est le TDR. La liste des thématiques prioritaires, où là je partage. Je vais partager. Si tu peux partager, parce que. Ouais. Dans tous les cas, les thématiques prioritaires, elles sont précisées dans les TDR. Et il y a un lien pour visiter les TDR, si on veut regarder les différentes thématiques. Effectivement, c'est le cas. Vous arrivez à voir? Oui. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, comme a dit Sieb, et l'équipe, les thématiques prioritaires sont précisées dans les TDR. Mais je pense que c'est bien d'y revenir, parce qu'il y avait des questions qui concernaient où est-ce qu'on est par rapport à des thématiques. Mais tout simplement, vous les voyez ici, que voilà, ils regroupent une grande panoplie de thématiques prioritaires nationales. Mais en même temps, la composante sciences fondamentales, elle est incluse, et aussi la partie des sciences humaines et sociales pour nos collègues qui s'intéressent à ces thématiques-là. D'ailleurs, une précision, les sciences fondamentales, elles ne sont pas concernées par le transfert technologique. Oui, ils ne sont pas sur Zawiya, effectivement. La seule thématique, par contre, les autres thématiques tout entières sont concernées par Zawiya. Merci, Seblali, pour la précision. Pour l'API, ça c'est extrêmement important parce que quel que soit le projet, quelle que soit sa taille, quel que soit le montage qui est fait, l'API sera réparti de la manière suivante.
surtout les domaines qui touchent les phosphates et leurs dérivés. Bien évidemment, il va y avoir une répartition de la sorte. C'est 50% des droits qui sont détenus par l'OCP et 50% restantes de l'institution qui coordonne le projet. S'il y a un consortium de plusieurs institutions, les 50% de la moitié sera réparti entre les différents établissements. Comme vous le savez, ça c'est spécifiquement fait pour les phosphates et leurs dérivés, dans la mesure où déjà dans la partie voilà, exploration, extraction, transformation, c'est l'OCP qui a le monopole. Et donc, tous les projets qui vont travailler sur cette thématique supposent qu'ils le font déjà avec l'OCP. Et deuxième élément, c'est que c'est des produits qui sont stratégiques au niveau national et qu'en l'occurrence, il y a une valorisation, donc bien évidemment, ça va se faire avec l'OCP. Pour les autres thématiques que je viens de lister, l'ensemble des thématiques restantes, la seule clause par rapport à l'API, c'est que l'OCP, au même titre que les entreprises marocaines, ils ont le droit de préemption, c'est-à-dire en cas d'exploitation, de pouvoir voilà, faire recours aux entreprises marocaines. Comme je l'avais dit tout à l'heure au début de la présentation, le PNARDI il est conçu de façon à avoir le maximum d'impact sur la société et sur l'économie. Donc, nous souhaitons que toute valorisation possible ou potentielle soit faite au profit du tissu économique et social au niveau national. Donc, ça, c'est les deux dispositions parce qu'il y a un certain nombre de questions qui étaient posées. Donc, voilà sur les deux points. Maintenant, peut-être on donnera la parole aux collègues. Il y a un certain nombre de questions qui étaient sur le chat, donc sur l'espace de conversation. Déjà, voilà, je vais fermer d'abord le partage. Voilà, c'est bon. Il y a trois questions sur lesquelles peut-être on va répondre, mais écoutez, la parole est donnée à tous les collègues. Si Khalid Msbahi, si Qosir, si Ilyas Laziwi, Madame Sadia, Madame Gdari. Si vous souhaitez prendre la parole et répondre aux questions qui sont déjà posées. Alors, pas encore. Donc, moi, je réponds sur deux ou trois qui sont déjà notés sur l'espace. Pour les référents d'approbation de soumission et le référent technique. Le référent d'approbation de soumission, il est désigné par le président et il agit au nom du président de l'université ou du chef d'établissement quand il s'agit d'un établissement ne relevant pas de l'université. Pour les collègues qui sont des universités, nous avons déjà reçu les désignations de 3 universités parmi les 12 qui sont publiques, ce qui est très peu. Donc, j'invite tous les collègues à se mobiliser. La lettre de Monsieur le ministre a été envoyée le 4 juin. Et donc, on voyait aussi juste après donc, à tous les présidents des universités, parce que le référent d'approbation est une condition qui, après donc l'éligibilité administrative, aura le portefeuille des projets soumis et qui va voilà, s'y atteler de manière à répondre à chaque projet, répond à la politique scientifique de l'université et à partir de là, donc pouvoir dire son accord sur les projets à approuver, à confirmer et les autres à ne pas le faire. Cela suppose que le référent d'approbation des soumissions n'attendra pas la fin pour qu'il puisse voilà, agir. Donc, il doit absolument être de manière proactive avec les collègues de son institution, avoir une idée sur les projets qui sont soumis et donc, voilà, de manière anticipatoire, puisse orienter les projets de façon à servir la politique de l'université de manière coordonnée
et qui m'a calculé si Ilyes, il faut que tout ça soit harmonisé par rapport à la politique, mais en même temps mutualisé au sein de l'université. Alors, idem pour le référent technique, sauf que le référent technique agit une fois que les projets sont retenus pour financement. Mais le référent technique devrait impérativement aussi être impliqué et associé à la phase de soumission des projets, être informé à l'avance. Parce qu'il ne faut pas attendre la phase finale pour dire que les projets sont retenus et à partir de là, donc, de confirmer les expressions de besoin qui vont être faites par les coordonnateurs de projet. Au niveau de l'UGF, remercier ceux et celles qui étaient présents le 7 avril. Donc, on a vu comment les délais sont écourtés de façon à répondre de façon très rapide et efficace sur les expressions de besoin. Alors, s'il y a une réduction très importante des délais au niveau de l'UGF, qui est l'unité de gestion d'efforts, il ne faut pas que le référent technique ultérieurement se transforme en goulot d'étranglement. Il ne faut pas que le référent technique prenne beaucoup de temps à valider ou ne pas valider les expressions de besoin qui vont être faites par les institutions. Donc ça, c'est sur les référents d'approbation de soumission et sur le référent technique. Une autre question a été sur les coordonnateurs de projet. Est-ce qu'il peut coordonner plusieurs projets? J'invite les collègues à pouvoir répondre, mais je donnerai d'abord une première réponse. Il y a un seul CP par appel, un seul CP par projet, et donc un seul projet soumis par appel. Il peut y avoir dans différents appels, ça veut dire des 3 appels, c'est possible, mais encore une fois, ça dépend de la taille du projet, ça dépend de son envergure, ça dépend de sa coordination et les exigences qu'il impose, de manière à ce que la personne qui va être coordinatrice puisse accorder plus de temps et le temps nécessaire au projet qui est soumis. Donc, oui, c'est possible. Encore faut-il que voilà, il puisse avoir le temps de manière à gérer ses projets de façon efficace, ce qui voilà, nous amène finalement à l'idée de conclure qu'il est souhaitable, si des projets qui sont assez importants, voilà, d'être coordonnateur sur un seul projet soumis. Voilà pour les deux questions que j'avais relevées. Maintenant, pour les autres questions, si parmi les collègues, quelqu'un donc souhaite apporter des compléments ou avoir une réponse par rapport à ça. Je peux répondre par exemple, est-ce que les centres techniques industriels, les CTI, sont éligibles pour assurer la coordination des projets? Je dirais non, selon les termes de l'appel. Donc, alors, réponse textuellement, reply with quotes. La taille attendue du budget, 1 million, 2, 3 millions de dirhams, en fait, en fonction des besoins du projet. Il faut qu'il y ait des pertinences pour la maturation de technologie. S'embarque Bouelzaoui. Donc, c'est en fonction du besoin du projet pour arriver au TRL6. Les maîtres. Bouabid, pour les maîtres conférences non titulaires, peut-il être porteur de projet? Alors, dans les 3 appels, il faut que ce soit titulaire le coordonnateur, parce que d'abord, pour être éligible, ça veut dire que c'est un fonctionnaire, et pour être un fonctionnaire titulaire, il faut qu'il soit, voilà, qu'il a passé la période de confirmation, d'approbation. Pour les c'est 5 ans, plus les 2 années, 5 ans, moins de 5 ans, mais qu'il soit titulaire, ça veut dire 2 ans de plus. Et donc, la question de la titularisation
est impérative pour pouvoir prétendre à la Mhm. coordination de projet. Pour le Euh, CPA qui part en retraite dans 2 ans, Alors, sur les conditions, il est précisé dans le terme de référence Ah. que le CP et le CPA doivent être en activité officielle pendant toute la durée du projet. ouais, ça a été mentionné dans la présentation déjà. Exactement. Effectivement. Une autre question qui a été posée, je pense que c'est une question assez pertinente. Il est dans les termes de référence, mais aussi dans la présentation de tout à l'heure. Le CP et le CPA appartiennent à la même institution, quelle que soit la peine. Ils obéissent tous les deux aux mêmes conditions. La question, est-ce qu'il y a un template référentiel pour la préparation des projets? Je n'ai pas compris. Bon, il y a le formulaire. Euh, Oui. C'est-à-dire un template. Il y a le formulaire, c'est tout. Et dans le formulaire, on essaie d'expliquer qu'est-ce qu'on attend de la question. On donne même des exemples. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut soumettre en langue arabe, français, anglais? Oui, on peut soumettre avec les 3 langues. Donc, mais quand on est dans le transfert des technologies, on a pas mal besoin d'anglais parce qu'on traite avec des internationaux souvent et il vaut mieux ne pas avoir à traduire. Alors, juste en complément par rapport à ça, et peut-être les collègues avec nous du CNRST de l'UM6P, je les invite à compléter. Le formulaire, il est en format dynamique et autrement dit, le CP va pouvoir renseigner les champs qui sont prévus, donner l'information et renseigner. Il y a des champs même où l'information elle est disponible. Autrement dit, si j'ai par exemple des partenaires, donc je vais avoir la liste de toutes les institutions nationales sur laquelle je vais choisir les partenaires. Et donc, pas besoin de taper voilà, les noms des institutions. Pareil, à titre d'exemple, pour les thématiques que nous avons présentées tout à l'heure, quand je vais cibler une thématique, donc je vais la sélectionner sur la barre défilante et je vais la sélectionner. Après, donc, je vais pouvoir générer le formulaire que je vais regarder avec les partenaires et n'oublions pas que le formulaire doit impérativement être signé par le responsable de la structure de recherche d'appartenance et puis le chef d'établissement. Voilà. Je ne sais pas, les Alors, collègues du CNRST et M6P s'ils souhaitent compléter. Si vous permettez, donc, juste pour la signature du formulaire par le chef d'établissement et le responsable de la structure, il y a un document prévu pour ça en annexe. Et juste pour expliquer aux porteurs de projet, donc d'abord, il y aura la soumission du projet après la signature du chef d'établissement et le responsable de la structure. Et donc, le projet va être soumissionné par le coordonnateur de projet. L'intervention le référent d'approbation, ça va être après le 31 juillet. Donc, c'est juste pour éclaircir pour certains qui ont posé la question, est-ce que ça va être difficile de respecter le délai de 31 juillet et interférer avec la signature du référent d'approbation. Donc, la validation de tous les projets, ça sera par le référent d'approbation, ça sera après le 31 juillet. Donc, la soumission, elle est faite par les porteurs de projets. Et pour ceux qui posent la question, est-ce que le coordinateur de projet, d'un projet peut être le CPA d'un autre? Si vous pouvez le répondre sur cette condition, pour cette question. voilà. Est-ce que les experts évaluateurs sont des professeurs qui peuvent être des CP? Si oui, comment le conflit dans le transfert des technologies, la grande majorité des évaluateurs, ils ne sont pas des professeurs, des chercheurs. Il y a des exceptions, mais et dans les exceptions, on veut à ce qu'ils ne soient pas de la même institution, qu'ils n'ont pas collaboré ensemble, etc. Mais quand on a besoin d'une validation scientifique, on a des doutes, ou bien quand le chercheur lui-même, il a une expérience terrain, c'est-à-dire industrielle, etc. On fait. Mais je dirais plus que 80% des évaluateurs, c'est des gens qui viennent du monde industriel.
Et également, dans l'affectation des projets, on veille à ce qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts, donc il y a plus de conditions, donc il ne doit pas appartenir à la même institution. Donc, il signe un engagement d'absence de conflit d'intérêts avant de procéder à l'évaluation d'un projet. Donc, ce critère, il est tenu en compte. Il y a une Exact. question concernant l'achat de l'équipement de rémunération des salariés et quelle est l'entité qui se charge de l'achat de l'équipement, etc. Je crois que c'est mes collègues de l'UM6P qui des contrats avec les salariés, la rémunération des salariés. J'invite mes collègues de l'UM6P pour répondre à cette question. Les achats ils seront effectués par l'UGF au niveau de l'UM6P, donc aussi pour tout ce qui est prestations, contrats, etc. Ils sont compris entre l'UM6P et les prestataires en question. Mais c'est-à-dire les salariés aussi, sur le projet. Il n'y a pas de salariés sur le projet. Vous les considérez comme rémunération des personnels. Voilà, c'est ça. C'est une prestation si de service, c'est pas un salarié. Si les membres du projet ne peuvent pas être rémunérés. Maintenant, Ouais, si les membres du l'équipe projet ou le coordinateur de projet fait appel à un expert ou un prestataire de service pour qu'il puisse réaliser des travaux particuliers au niveau de projet, ça oui, et il peut être rémunéré pour sa prestation, et c'est dans le cadre d'un contrat. Alors, je compléterai des réponses sur deux questions que nous avons relevées. Peut-être, j'ai vu tout à l'heure si Riyad il a informé les collègues que même quelques questions pour lesquelles on n'a pas encore répondu, donc on va pouvoir le faire ultérieurement dans le forum des questions-réponses. Mais je reviens sur une question d'ailleurs que notre collègue Nanseli a évoquée. Un CP dans un appel, dans un projet plutôt dans un appel, il n'est pas interdit qu'il soit un CPA dans un autre projet, dans un autre appel. Donc CPA ou membre dans un projet, oui, mais pas un CP dans deux projets. Une autre question sur l'implication des compétences marocaines à l'étranger. Sur Nfzaouia, ce n'est pas prévu. Sur Ibn Benna et Ibn Battuta, c'est fortement recommandé de participer. Mais j'informe les collègues, si on a quelques-uns parmi nous aujourd'hui dans ce webinaire, qu'il y a un appel à projet spécifique pour les compétences marocaines à l'étranger qui est en train d'être monté toujours avec notre partenaire, la Fondation OCP, et pour lequel déjà il y a eu la déclaration de Monsieur le ministre le 7 avril. Donc, c'est un appel à projet qui est doté de 200 millions de dirhams, qui est à destination exclusivement des compétences marocaines à l'étranger. Alors, dernière question que nous avons notée, la politique de pays, il est annexé aux 3 appels. Pour les 3 TDR, il y a la politique. Il y a la politique de l'API comme un document qui est annexé aux 3 appels à projet, les 3 TDR. C'est une condition sine qua non pour qu'un projet, une fois qu'il est retenu, de pouvoir être et bénéficier des financements, c'est-à-dire établir les contrats. Et l'API l'existence d'un bureau TT ou d'une interface ou d'un TISC ou autre n'exempte pas l'université ou bien l'institution de signer la politique de la propriété intellectuelle. Comme j'avais dit tout à l'heure, un des objectifs principaux du PNARDI, c'est de pouvoir avoir un impact socio-économique sur le pays
et qui parle de l'impact, bien évidemment, et la valorisation, parlera de la gestion de l'API au sein de l'institution. Alors, quand on dit la signature de la politique de l'API, ça sous-entend les institutions marocaines. Autrement dit, s'il y a un partenaire étranger, le consortium devrait régler cette question avec les partenaires étrangers, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est un document qui doit être absolument signé. Sinon, le projet, même s'il est retenu, ne pourra pas bénéficier de financement et le contrat ne sera pas signé. Et si vous regardez les TDR, il y a pour ça, donc adopté, ça veut dire le document de politique de pays, il est adopté par l'institution. Autrement dit, par l'instance délibératoire de l'institution. En l'occurrence, si on est dans l'université, c'est le conseil de l'université. Et qu'il soit porté de manière publique sur son site web pour que toute la communauté scientifique appartenant à cette institution puisse prendre connaissance à l'avance. Et c'est une condition, voilà, qui est un prérequis pour l'établissement des contrats et le bénéfice des financements. Oui, vas-y. Hind, Gdari a un complément voilà, apporté pour ce point précisément. Je réfère à ce qui a été dit par Séboville à propos de la politique institutionnelle de la propriété intellectuelle, sachant que chaque institution membre du consortium doit signer cette pays et la mettre sur son site web. Alors, historiquement, donc c'est en 2020, donc il y avait ce qu'on appelle un travail salutaire effectué par le ministère d'Industrie, l'ANPIC et l'ANPIC, qui ont mis en place ce modèle de politique institutionnelle. Alors, l'objectif d'inciter toutes les institutions à adopter ce modèle de pays, c'est c'est encourager l'innovation, mettre en place un système qui est efficace de gestion de la propriété intellectuelle, la conciliation d'intérêts, mais le plus important, c'est le partage des revenus découlant de l'utilisation et l'exploitation de la propriété intellectuelle. Plusieurs institutions et universités ont adopté ce modèle de pays. Donc, on demande à toutes les institutions membres, en fait, si elles disposent d'une charte, donc c'est mieux. Mais en fait, avant la signature du contrat, toutes les institutions membres du consortium doivent disposer de cette pays et la mettre sur le site web pour avoir un consentement éclairé par rapport pour toute la communauté scientifique. Merci. Merci beaucoup, Madame Gdari. Il y a une question sur les sciences humaines. La liste des thématiques a été présentée tout à l'heure. Bien évidemment, ils ont leur place. Et c'est une place de choix déjà. Les compétences marocaines à l'étranger, oui. Donc, dans les prochaines semaines, Inch'Allah, on va peut-être pouvoir voilà, annoncer le programme. Mais les compétences marocaines peuvent participer en tant que partenaire ou en tant qu'expert dans les projets. Même s'il a présenté tout à l'heure la partie expertise, sur l'évaluation des projets dans les 3 appels, ça c'est pas spécifiquement pour les Zawiya, mais c'est aussi valable pour Ibn Benna et Ibn Battuta. Donc le recours aux compétences marocaines à l'étranger en tant qu'expert dans l'évaluation des projets, effectivement, nous l'avons prévu. Donc, c'est soit soumettre des projets, pas soumettre des projets, je rectifie, c'est soit de participer dans les projets qui sont soumis, soit voilà, d'intervenir quand ils ont une expertise très pointue, d'intervenir en tant qu'évaluateur dans les projets qui vont être soumis ultérieurement. Et une question TRL visée à l'issue de ce projet, on dirait grosso modo TRL 6. Mais bien sûr, il y a des complexités qui diffèrent d'un projet, du secteur, etc. Donc, si vous venez avec une molécule, dire que vous voulez faire un médicament, je ne crois pas qu'une Zawiya est capable de soutenir un projet il faut avoir un partenaire pharmaceutique pour faire ça.
Donc, dans les critères de sélection des projets, on va tenir bien sûr compte du fait, est-ce que c'est capitalistique? Non. Est-ce qu'il y a des partenaires? Oui. Est-ce qu'il y a des partenaires qui mettent, c'est-à-dire de l'argent dessus ou pas? Donc, tout ça, ces enjeux, on va en tenir compte pour assurer une utilisation optimale du budget réservé à Nef Zaouia avec un maximum d'impact. Merci beaucoup, c'est Ilyes. Alors, peut-être il y a une question, il y a une personne, Simkawi, qui l'a posée sur la plateforme Machari'a. Il dit que le lien est inaccessible. Veuillez répondre à ce problème. Non, la plateforme, elle est accessible, qu'il y a beaucoup de collègues qui ont accédé, qui ont même créé des comptes. Je ne pense pas, peut-être il faudrait essayer à nouveau pour voir ça. Il y a une question très importante, peut-être sur la terminologie. J'estime qu'il faut absolument apporter une réponse. Qu'est-ce qu'on entend par institution? Alors, au sens du sens des trois appels, institution, c'est soit université, soit établissement établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université, soit un établissement public de recherche. Donc, les trois catégories, on les a appelées par le terme générique de institution. Alors, après, si c'est laboratoire au centre ou je ne sais pas quoi, ça s'appelle structure de recherche, soit équipe, soit etc. Mais pour nous, l'appellation institution, quand on parle, par exemple, de faire valider la pays ou bien la politique de pays par l'institution, c'est soit donc voilà l'université, soit, alors je dis bien l'université au sens du membre du consortium du projet. Donc c'est soit l'université publique, privée, partenariat, c'est soit l'établissement d'enseignement. Oui, c'est bon, il est établi. Et donc, l'institution, je disais, c'est soit l'université, c'est soit l'établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université, c'est soit l'établissement public de recherche. Alors, est-ce qu'il y a un modèle, pour le formulaire? Voilà, on avait répondu tout à l'heure. C'est un formulaire qui existe sur la plateforme Macharia sur laquelle on va renseigner les champs pour répondre aux informations qui devraient être produites. Et si vous regardez, s'il vous plaît, en détail les termes de référence, vous avez pour chaque appel, y compris celui de Zawiya d'ailleurs, Ilyes il l'a présenté tout à l'heure, vous avez une grille d'évaluation et donc il détermine un peu les critères et les sous-critères d'appréciation des projets. Et tout ça doit être traduit dans l'élaboration, bien le document qui va être produit par le coordonnateur de projet. Pour tous les collègues des universités, je vous invite, s'il vous plaît, à voir aussi, parce qu'on a touché à plusieurs reprises, messieurs les présidents, donc pour la désignation officielle des référents d'approbation des soumissions. Il ne faut pas attendre les derniers jours ou bien les dernières 24 heures ou 48 heures pour pouvoir le faire, parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, le référent, il a une mission de pouvoir agir de manière proactive et prendre connaissance et orienter les collègues. Alors, toutes les universités ont été saisies par le ministère de manière à constituer ce que nous avons appelé le comité de pilotage opérationnel, y compris les établissements ne relevant pas de l'université.
Et ces comités, ils ont la mission de pouvoir mobiliser les enseignants-chercheurs et les doctorants et les accompagner. Je souligne bien, et les accompagner. Et à partir de là, donc, de pouvoir faire des propositions de projets et leur offrir aussi l'aide nécessaire sur les documents qui doivent être produits. Dans la présentation, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un certain nombre de documents administratifs exigés, et je dis bien exigés. Si moi, coordonnateur de projet, je vais soumettre et que je suis PES, donc j'aurai à produire un document de mon statut en tant que PES. La désignation du CPA est un document aussi administratif qui doit être produit par l'institution. Donc ça devrait fait au préalable par le comité de pilotage opérationnel au niveau de chaque institution. Si j'ai besoin d'établir l'entente avec les autres partenaires de manière à soumettre le projet, c'est un document administratif, donc il doit être signé au niveau de chaque institution pour traduire ça. C'est un document qui doit justifier l'entente ou bien le partenariat à soumettre le projet, mais pas le stade de la répartition budgétaire. Ce n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est juste un document qui transcrit l'entente des partenaires à s'engager dans le projet et le soumettre ensemble pour que chacun puisse prendre sa responsabilité. Une fois bien évidemment que le projet est retenu, il va y avoir un document d'accord ou une convention qui va stipuler tout ça et le préciser de manière détaillée. Est-ce qu'il y a d'autres réponses par les collègues? Il y a quelques réponses que j'ai faites par écrit, donc, mais est-ce que Oui. même Il y a des questions que je vois maintenant pour lesquelles nous avons déjà répondu. Je pense que ça ne sert à rien d'y revenir. Donc, il y a une question par-ci. Un industriel peut-il bénéficier d'un montant budgétaire alloué et quelles en sont les limites? Il peut en bénéficier de manière indirecte, mais si le montage du projet l'exige, bien évidemment. Donc, si on avait dit les partenaires socio-économiques, c'est pour que aussi il y aurait un apport, une contribution, quelle que soit sa nature et sa forme dans le projet. Après, c'est le consortium qui va décider sur le montage et l'octroi des financements. Alors, pour la question de l'évaluation, je sais, étant moi-même enseignant-chercheur, je sais que c'est toujours problématique le fait de dire est-ce qu'on accepte telle ou telle évaluation, est-ce que c'est crédible, pas crédible, est-ce que on sera rassuré par rapport à l'évaluation. C'est dit tout à l'heure, il avait apporté quelques éléments de réponse. Peut-être que je vais donner encore un peu plus. C'est des expériences, c'est valable pour Nefzaouia comme pour les autres appels. Bien évidemment, le souci, c'est que d'avoir des appréciations qui sont les plus objectives possibles et réduire, sinon supprimer tout conflit d'intérêts. Le check-in, le match-in au départ va préciser bien évidemment que les chercheurs et l'évaluateur n'appartiennent pas à la même institution et que l'évaluateur va signer un document de déclaration sur l'honneur
qui a absence totale de conflit d'intérêt. Alors, quand je dis conflit d'intérêt, c'est dans le sens positif ou négatif, c'est-à-dire sans pouvoir favoriser ni défavoriser les projets qui sont soumis. Et aussi un élément très, très important, c'est qu'on a deux expertises différentes. Donc, pour éviter qu'il y a voilà, une seule expertise sur laquelle le COSUI va se prononcer sur l'appréciation d'évaluation du projet. Et si les deux évaluations ne concordent pas, bien évidemment, logiquement, il va y avoir nécessité d'accorder une troisième modération pour s'assurer que les conditions voilà, d'objectivité soient faites. Alors, le dernier... بسمح لي سي حميد pour Nefzaouia, on a parfois recours à évaluation de plus que 3 parce qu'il y a l'aspect propriété intellectuelle, on a besoin de quelqu'un qui maîtrise un petit peu les bases de données, voir qu'est-ce qui se passe, le brevet, etc. Il y a parfois, on utilise une technologie pour un autre marché donné, donc on fait une évaluation vraiment 360 en cas de besoin, tu vois, avec plusieurs profils qui participent par comité. Donc, à plusieurs étapes, on va faire des comités, ماشي غير واحد ولا جوج. Donc, voilà. Alors, le dernier élément sur lequel je voulais insister, je parlais sur les garde-fous pour la partie évaluation, c'est que même les projets qui ne sont pas retenus, il y a une obligation pour les évaluateurs de donner tout l'argumentaire détaillé sur la non-acceptation de tel ou tel projet. Et cet argumentaire, cette justification sera notifiée par les partenaires, en l'occurrence le ministère, plus le CNRST, plus les M6P, plus la Fondation, sera notifiée au porteur de projet ou bien le coordonnateur de projet et à son institution, de façon à voilà, donner plus de transparence, contrairement à ce qui se faisait auparavant sur les différents appels. Donc, il est fait dans le sens d'accroître l'accréditation accordée à l'évaluation, processus d'évaluation. Et en même temps, nous, on s'inscrit dans une perspective de continuité. Autrement dit, celui qui reçoit un argumentaire avec des recommandations sur non-acceptation de ce projet, il a la possibilité de se baser dessus pour essayer de réviser son projet et peut-être le soumettre prochainement dans la deuxième édition, la troisième ou la quatrième, Inch'Allah. Il y a une question pour les collègues de l'UM6P de la part de Mohamed Mlih. Est-ce que les professeurs agrégés qui travaillent à l'UM6P peuvent participer à l'appel en tant que CP? C'est quelqu'un de nos collègues de l'UM6P pour répondre, s'il vous plaît? C'est possible, par exemple? Il faut se référer au terme de référence. OK. Alors, juste tout à l'heure, j'avais répondu, il y a deux questions sur ça. J'avais répondu pour le CP qu'il faut qu'il soit titulaire au niveau de son statut, que ce soit dans l'université, que ce soit dans l'établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université, que ce soit dans l'établissement public de recherche. Mais les enseignants-chercheurs non titulaires, bien évidemment, peuvent participer au projet. Ils peuvent, en tant que membres dans les projets, participer. Il n'y a pas de condition par rapport à ça. Un projet Nefzaouia doit durer obligatoirement 4 ans. Non. On a donné 4 ans parce qu'il y a des projets qui nécessitent des tests, je ne sais pas, par exemple cliniques, etc. Donc, on a ce cas-là. Et donc, obligatoirement, ça va prendre seulement les tests 18 mois. 3 ans et non 4 ans. C'est 3 ans. Donc, la durée, c'est plutôt la durée nécessaire au projet. Mais le maximum, c'est 4 ans. 3 ans. C'est 3 ans. C'est 3 ans pour les contrats de Nefzaouia. C'est bien 3 ans.
3 ans. Ouais. C'est pas 4 ans. Oui. Alors, il y a une question. Existe-t-il des dispositifs ou outils de mutualisation permettant d'identifier les redondances et recenser les projets portant sur des thématiques identiques ou convergentes? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ça, c'est la mission fondamentale et principale et première du comité de pilotage opérationnel au niveau de l'université. Quelques universités, j'ai appris l'information qu'ils ont commencé déjà de faire des réunions chaque lundi de façon à faire remonter les manifestations d'intérêt pour les projets et faire en sorte que voilà, qu'il y aurait une coordination des projets qui sont soumis et les thématiques par rapport à la stratégie de l'université. Mutualisation aussi, c'est que la mission du référent d'approbation des soumissions, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, il doit veiller absolument sous la responsabilité, moi je l'avais dit tout à l'heure et je la souligne, c'est sous la responsabilité du président ou bien du chef d'établissement quand il s'agit d'un établissement ne relevant pas de l'université. Il faut qu'il veille à ce qu'il y aurait la coordination des projets et la non-redondance, effectivement, la multiplicité de projets qui sont similaires ou qui sont voire même identiques. Et puis après, nous avons troisième couche, c'est celle du référent technique. Nous avons, et tout à l'heure ça a été présenté, un travail fastidieux qui a été fait par le ministère avec la collaboration de toutes les universités, de manière à recenser les équipements existants et en service dans les universités. Je vous invite à la consulter avec les personnes contacts qui sont sur ces listes-là, au moment où vous allez élaborer le programme d'emploi de chaque projet et faire en sorte que c'est du matériel ou des équipements déjà existants, de pouvoir l'intégrer comme un apport de l'institution et d'éviter de pouvoir l'inscrire en tant qu'acquisition ou un besoin dans le projet. Ça, c'est la première couche de mutualisation. Après, le référent technique, sa responsabilité, c'est de pouvoir valider les expressions de besoins qui sont faites par les coordonnateurs de projet, mais bien évidemment qui ne sont pas disponibles, qui voilà, sont justifiés pour leur acquisition et qui en même temps vont pouvoir profiter dans le cadre voilà, des constitutions de plateformes techniques et technologiques par les universités ou les établissements et qu'ils soient partagés, qu'ils soient optimisés, qu'ils soient voilà, mutualisés entre les différentes structures. Alors, il y a une question, je pense que c'est Khalid. Il dit que la présence d'un établissement public de recherche sur la liste défilante pour le formulaire ne suffit-elle pas pour que voilà, qu'on valide le statut du chercheur sans avoir besoin de demander l'attestation ou bien les documents administratifs? Non, c'est des documents administratifs qu'il faut produire absolument. Je pense que c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, le comité de pilotage opérationnel devrait agir sur ça de manière un peu automatique et faciliter la tâche aux collègues. Si aujourd'hui nous avons, si ce n'est que l'intention de pouvoir soumettre, donc voilà, il faut demander les documents administratifs dès maintenant. Il ne faut pas attendre le 31 juillet pour pouvoir les produire avec la soumission. Alors, il y a une question sur, ça c'est très bien, j'aimerais bien, peut-être c'est le ministère qui devrait répondre à cette question. Est-il possible d'impliquer des partenaires étrangers et leurs institutions? Oui, il est même fortement recommandé, mais le programme PNARDI n'est pas fait pour financer les partenaires étrangers. S'il y a un besoin, effectivement, le projet par exemple, on a besoin de faire venir un expert qui va participer, il y a des réunions, il y a une partie expérimentale, il va recevoir un doctorant, voilà, des choses comme ça. Oui, bien évidemment, on les inscrit dans le programme d'emploi du projet, mais c'est un programme en premier lieu
et à destination, voilà, pratiquement à 100% pour les partenaires nationaux, que ce soit universités, établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université, ou établissements de recherche, ou les autres partenaires nationaux. Donc, oui, il est fortement recommandé. En fonction du projet et voilà, de la contribution et de l'apport de ce partenaire étranger, donc il va y avoir la conception et le montage du projet. Si c'est des dépenses en faveur de ce partenaire étranger, oui, mais le programme n'est pas fait non plus pour financer les partenaires étrangers. On n'est pas encore au programme européen, ni Horizon Europe, ni Horizon 2020. Pardon? Oui, donc on me fait signe que peut-être s'il y a une question sur une idée sur les délais entre chaque phase du projet, la soumission, le premier pitch, l'accompagnement, le deuxième pitch, si tu peux toi aussi procéder à répondre à ça, s'il te plaît. Bon, et on va essayer de faire l'évaluation vers le mois d'octobre, c'est-à-dire pitch et tout, et avoir et ensuite 4 mois d'accompagnement pour aboutir au deuxième pitch qui devrait se produire au mois d'avril. Voilà, tentative date. Donc, parce qu'on n'a pas connaissance actuellement du volume de soumission, du volume d'accompagnement nécessaire, etc. Mais comme tentative date, voilà. Donc, mais on aura beaucoup plus de précision. Une fois on aura tous les projets soumis, on va vous communiquer les dates exactes. Voilà. Je sais pas, c'est suffisant par rapport à ça. Non, c'est bon, merci beaucoup, c'est Ilias. Allez, tu veux rajouter quelques éléments par rapport à ça? Là, c'est bon. C'est vrai qu'on ne peut pas, je dirais, parler maintenant un petit peu de la durée que ça va prendre, parce qu'il y a tout ce processus d'évaluation. Mais on aura beaucoup plus d'informations une fois qu'on aura le projet, et surtout quand on aura la première réunion des experts pour les premières réunions avec les porteurs de projet. Ouais. Parce que contrairement aux projets de recherche, les disciplines sont figées, connues, etc. Et là, on reçoit des projets, on ne sait pas quelle technologie, quel marché ils seront ciblés. Et parfois, on a besoin vraiment de rechercher les experts qui sont capables de bien évaluer ces projets. Et si on ne les a pas, ça prend parfois un peu plus de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle ça, c'est des tentative dates. Si on a tous les experts autour, ça, c'est très bien. Les choses vont se passer. Si on n'a pas, il faut faire assez d'efforts. Ça prend parfois quelques semaines pour trouver les bons profils, pour couvrir tous les domaines, et que ce soit pour l'accompagnement ou l'évaluation. Voilà. Et même les prestations de services, tout ce qui est plan de maturation, etc. Donc, il y a de la complexité à gérer, mais j'ai donné des ordres de grandeur en quelque sorte. Merci beaucoup, Ilias. Merci beaucoup, Sevlali. Il y a peut-être deux questions sur les quelques minutes qui restent. Y a-t-il un budget maximal pour les projets? Non. Ça dépend de la taille du projet, ça dépend de sa nature, ça dépend Et de son voilà, intérêt et son potentiel aussi. voilà, de son intérêt, voilà, de son caractère, voilà, sur le montage et puis l'aspect stratégique aussi et la maturité technologique. Donc, c'est ce qui prime dans l'évaluation. Donc, il n'y a pas de référence sur un budget ou un budget moyen par projet. Ce n'est pas le cas pour le Zawiya et ce n'est pas non plus le cas pour Ibn Battuta ou Ibn Benna. Une autre question en relation toujours avec le budget. Pourquoi la répartition des 80, 20 et puis 100? Je vous invite, ça c'est un montage de conception qui a été fait entre le ministère et les partenaires, la fondation, en l'occurrence la fondation OCP, plus l'UM6P, plus le CNRST, qui s'est basé sur toutes les précédentes éditions des différents projets, mais aussi en essayant d'aller
de la partie recherche appliquée, recherche expérimentale, recherche-développement, vers la partie transfert tech, comme une sorte de pyramide. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça a été voilà, 100, 80. Et puis, on a réservé pour encourager les jeunes chercheurs, donc les 20 millions de dirhams. Donc, ça, c'est la conception qui a présidé. Donc, c'est une orientation politique à laquelle les partenaires ont adhéré. Je ne sais pas ce que c'est le schéma qui va être maintenu pour les prochaines éditions, mais on verra d'ici là. Et puis pour celui des compétences marocaines à l'étranger, c'est 200 millions de dirhams. Donc c'est spécifiquement pour ce programme. Donc il va être lancé ultérieurement, Inch'Allah. Alors dernière question, peut-être. J'invite les autres collègues, surtout CNRST plus les M6P à répondre. Et moi-même, je vais donner la réponse. Qui peut être évaluateur des projets PNARDI? Et comment seront-ils récompensés pour leur effort? Quelqu'un peut répondre des collègues et après, donc, je compléterai la réponse. Il y a déjà une communauté, je dirais, d'experts auprès de CNRST et de l'UM6P. Ils sont là. Donc, le niveau de rémunération, ils sont indiqués. Et les experts, ils sont contractualisés et donc leur niveau de rémunération est aussi indiqué. Mais aussi, et ce que je voudrais dire aux collègues, c'est qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt pour les experts qui est ouvert au niveau de l'UM6P, justement pour le recrutement d'experts pour l'évaluation de projets. Donc, ceux qui ne sont pas déjà dans la communauté d'experts que nous avons auprès de l'UM6P et du CNRST, ils peuvent toujours appliquer. Madame Sadia, là, notre collègue CNRST? Bonjour. Pour la question des experts évaluateurs, donc, il y a des experts évaluateurs affiliés au CNRST, donc des appels sont lancés systématiquement. Donc, nous avons une base de données. Il y avait aussi un appel pour les experts évaluateurs de transfert de technologie. Il y avait un appel ouvert. Donc, on a une base d'une centaine d'experts évaluateurs. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, donc qui ne sont pas sélectionnés selon les critères prédéfinis, donc comme a signalé Ali, donc ils peuvent candidater pour devenir des experts, ceux qui ont l'intention de devenir des experts, qui ne sont pas inscrits sur une base de données, donc ils postulent pour l'appel ouvert pour les experts en transfert de technologie. Merci beaucoup. Alors, c'est une invitation pour tous les collègues qui souhaiteraient voilà, agir en tant qu'expert évaluateur, de pouvoir exprimer son souhait. Donc, il y a première base, celle qui est constituée auprès des collègues au niveau de l'UM6P. Il y a une deuxième base qui est très large aussi, qui est constituée au niveau du CNRST. Et voilà, donc c'est des experts affiliés, des experts associés, qui a été voilà, constituée au fil des appels à projets lancés depuis plusieurs décennies. Et puis, dans les thèmes de référence, si vous le regardez, nous avons dit que le recours à l'expertise se fera en priorité pour les compétences marocaines et les compétences marocaines à l'étranger. Voilà, donc je pense que nous avons dépassé le temps. Je vous remercie infiniment pour votre participation et je salue l'effort de tous les collègues du ministère, de la Fondation CP, du CNRST, de l'UM6P, voilà, qui se sont mobilisés pour ce webinaire. Je vous informe aussi que nous avons un deuxième webinaire pour Ibn Battuta, demain, Inch'Allah, et puis celui sur Ibn Benna qui se tiendra le 2 juillet, Inch'Allah, pour des compléments de questions, mais aussi des précisions très spécifiquement sur les 3 appels qui sont lancés. Et nous souhaitons tous ensemble, en toute sincérité, une mobilisation très forte. Les appels à projets précédents
on était aux alentours d'un taux de demande de 3,4 au grand max. Autrement dit, 3 soumissions ou 3 soumissions et demie par rapport à un projet retenu. Nous souhaitons atteindre des taux beaucoup plus importants que ça, pour atteindre des taux de 7 ou de 9, qui sont déjà des ratios par rapport aux appels à projets, surtout européens et autres, pour la participation marocaine. Donc, nous sommes entièrement à votre disposition pour répondre à toutes les questions et aussi soit directement, soit à travers la plateforme qui est constituée sur ça. Et puis, voilà, de vous souhaiter très bon succès sur les soumissions, Inch'Allah. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci beaucoup à tout le monde. Ouais.